Bonjour, je m'appelle Vincent Dubé, je suis infectiologue au CHU d'Angers et je vais vous parler des infections dues au streptocoque A. Alors quand on parle du streptocoque A, on parle également de streptocoque bêta-hémolytique du groupe A ou tout simplement strepto-A. On fait référence à une seule espèce bactérienne, c'est Streptococcus pyogenes. En fait, c'est une bactérie strictement humaine qui colonise les épithéliums, donc ça peut être les muqueuses comme le pharynx, le vagin, le rectum, mais également la peau. Et c'est une bactérie qui a un pouvoir pathogène extrêmement vaste, qui est responsable de plus de 500 000 décès chaque année dans le monde, ce qui en fait le 9e pathogène en termes de nombre de décès dans le monde selon l'OMS. Et c'est une bactérie qui a enfin un potentiel épidémique. Alors en fait, cette bactérie, si elle est si pathogène, c'est qu'elle produit des toxines, et ces toxines vont avoir différents effets comme induire une nécrose tissulaire ou une activation immunitaire excessive, ce qui va être responsable, vous allez le voir, de tableaux cliniques très variés. De quelle maladie peut être responsable cette bactérie? Alors le strepto-A peut être responsable de différents types de maladies. Donc il y a des infections superficielles bénignes, des infections invasives qui peuvent être graves, et enfin des séquelles redoutables. On va commencer par les infections superficielles, au premier rang desquelles il y a l'angine. Donc l'angine à streptocoque A, c'est une maladie très fréquente qui touche plus de 600 millions de personnes par an dans le monde. Et en France, ça touche à peu près 15% des enfants chaque année. C'est une maladie qui commence brutalement par de la fièvre et des douleurs dans la gorge. Et lorsqu'on demande aux enfants d'ouvrir la bouche, eh bien on constate des amygdales très volumineuses, érythémateuses, avec parfois un exsudat blanchâtre, comme on peut le voir sur la partie gauche de la diapositive. Il peut y avoir également des ganglions cervicaux qui peuvent être douloureux. Le diagnostic différentiel le plus important, c'est celui de l'angine virale. Les angines virales sont plus fréquentes, mais elles ne nécessitent pas de traitement, contrairement à l'angine à strepto-A. Donc il est important de faire le diagnostic de certitude de l'angine à strepto-A, et pour cela, on s'appuie sur le test de diagnostic rapide sur écovillonnage amygdalien, que vous pouvez voir en bas de la diapositive. Ensuite, il y a la scarlatine. Alors la scarlatine, c'est une maladie qui est essentiellement d'expression cutanée, avec, vous voyez, cette éruption cutanée qui est très franche. En fait, c'est une maladie qui est toujours associée à une angine streptococcique et elle est due à une souche particulière produisant une toxine qui a une toxicité cutanée. Ça touche surtout des enfants de 5 à 10 ans. À cette éruption cutanée, il y a souvent une atteinte muqueuse associée qui peut se traduire au niveau de la langue par cet aspect de langue framboisée ou fraise, qui peut prendre une coloration blanche comme ceci au début, puis évoluer vers une teinte franchement rose. Donc c'est une maladie qui est contagieuse, qui nécessite une éviction scolaire. Et enfin, il y a l'impétigo. Donc l'impétigo, ça peut être dû à des staphylocoques, mais également à des streptocoques du groupe A. C'est une infection de la partie superficielle de la peau qui est également très fréquente, plus de 100 millions de cas par an dans le monde. Ça va se traduire par des pustules évoluant vers des croûtes d'aspect jaunâtre, comme on peut le voir sur cette photo. Et c'est également une maladie contagieuse avec risque de cas familiaux. Alors maintenant, on va passer aux infections invasives, des infections redoutables qui peuvent être gravissimes. Ces infections invasives sont également fréquentes, 660 000 cas par an dans le monde. Elles se traduisent par un début brutal, une fièvre élevée, et parfois des signes toxiniques. Donc ça peut être des douleurs musculaires, une augmentation de la fréquence cardiaque, des nausées, des diarrhées, une éruption cutanée, une hypotension. Donc c'est des maladies qui peuvent être très graves, menaçant le pronostic vital ou le pronostic fonctionnel. Donc la plus fréquente de ces infections, c'est l'érysipèle. L'érysipèle, c'est une infection de la peau qui se traduit par souvent une grosse jambe rouge, douloureuse. Ça peut également atteindre les membres supérieurs ou la face. Cette érysipèle, souvent c'est une infection qui n'est pas grave, qui est néanmoins très douloureuse. Mais elle peut évoluer vers la dermohypodermite nécrosante, qui est une infection absolument redoutable, qui menace le pronostic vital, mais également le pronostic fonctionnel, puisque les tissus atteints sont nécrosés, et donc que le patient a un risque d'amputation. Enfin, moins fréquent en France, il y a l'endométrite. Donc c'est une infection de l'utérus qui fait souvent suite à des manipulations endo-utérines ou à un accouchement. Donc ces infections de l'utérus
sont responsables d'une morbidité très importante, notamment dans les pays à faible niveau de développement sanitaire. Enfin, nous allons parler des séquelles des infections streptococciques. Donc ces séquelles sont rares en France, elles sont beaucoup plus fréquentes dans les pays à faible niveau de développement sanitaire, et elles font suite à une infection streptococcique, même superficielle, non traitée. Ce sont des complications qui sont d'origine immunologique. Alors la forme aiguë de ces manifestations, c'est le rhumatisme articulaire aigu. Donc cela fait suite à une infection streptococcique et ça peut se traduire par une atteinte articulaire, donc des douleurs articulaires, voire des arthrites, une inflammation du cœur, une cardite, et parfois même une atteinte neurologique avec des mouvements anormaux et parfois une atteinte cutanée. L'évolution tardive du rhumatisme articulaire aigu, c'est la cardiopathie rhumatismale. Donc c'est quelque chose d'extrêmement fréquent puisqu'on estime que 15 millions de personnes dans le monde sont atteintes de cardiopathie rhumatismale, dont des enfants. Et ça en fait la première cause de cardiopathie du sujet jeune dans le monde. Donc cette cardiopathie rhumatismale se traduit par une atteinte des valves cardiaques qui vont être mutilées par cette maladie, ce qui peut être responsable d'insuffisance cardiaque gravissime. Et enfin, il y a l'atteinte rénale, la glomérulonéphrite aiguë post-streptococcique. Donc il s'agit d'une manifestation également fréquente puisqu'elle touche 500 000 cas par an dans le monde et il y a 5 000 morts de glomérulonéphrite aiguë post-streptococcique chaque année dans le monde. Donc là, le risque, c'est l'évolution vers une insuffisance rénale chronique et ça se traduit à la phase aiguë par des œdèmes, une hématurie, une hypertension artérielle. C'est dû à des souches particulières qu'on dit néphritigènes, qui sont responsables d'épidémies de faible ampleur, souvent dans des foyers familiaux. Et ça touche surtout les enfants. Professeur Dubé, comment traiter les infections dues au streptoa? Alors on l'a vu, le streptoa est très virulent, mais fort heureusement, il reste assez sensible aux antibiotiques. Et en particulier, il est constamment sensible aux pénicillines. Et donc le choix préférentiel lorsqu'on doit traiter une infection à streptoa, ce sera l'amoxicilline. Donc quand on est devant une infection superficielle, eh bien, par exemple l'angine streptococcique, la première étape, vous l'avez compris, c'est de vérifier qu'il s'agit bien d'une angine due au streptocoque et pas un virus, en réalisant un test de diagnostic rapide. Donc si l'infection streptococcique est confirmée, ce sera un traitement par amoxicilline, et chez les gens allergiques, on utilisera un macrolide. Dans l'impétigo, il s'agira d'un traitement local, par antibiotiques locaux, sauf dans les formes vraiment profuses ou chez les sujets immunodéprimés, et dans ce cas-là, on pourra discuter d'une antibiothérapie systémique. Pour les infections profondes, eh bien, on utilisera également l'amoxicilline. En cas d'allergie dans les résipelles, on propose la pristinamycine. Dans les infections graves que sont la dermohypodermite bactérienne nécrosante ou lorsqu'il y a un choc toxique, c'est-à-dire la présence de signes toxiniques marqués, eh bien, on utilisera en association avec l'amoxicilline de la clindamycine. Alors la clindamycine, c'est un antibiotique qui inhibe la production des toxines qui font toute la gravité des infections streptococciques. Dans la dermohypodermite bactérienne nécrosante, il est également crucial de proposer une chirurgie urgente pour enlever les tissus nécrosés qui sont en fait pleins de bactéries et qui produisent énormément de toxines. Aujourd'hui, pourquoi parle-t-on du streptocoque A? Alors en fait, le streptoa, c'est un sujet d'actualité. En fait, en novembre 2022, on a constaté une augmentation du nombre de cas d'infections invasives à streptoa, et en particulier chez les enfants. Donc Santé publique France a mis en place une surveillance renforcée basée sur la déclaration des cas et sur une enquête. Et ça se confirme, vous pouvez voir sur ce graphique qu'il y a une explosion du nombre de cas à partir de novembre 2022, et ça s'est confirmé un peu plus tard sur 2023. Donc ça, c'est les cas pédiatriques qui étaient dominés par les infections pleuropulmonaires. On a vu pas mal de pleurésie purulente, notamment à streptoa. Ça s'est également retrouvé, cette augmentation du nombre de cas, dans une moindre mesure, mais chez les adultes, on a également assisté à des infections graves plus fréquentes, des infections pleuropulmonaires également, mais également des bactériémies et des syndromes de choc toxique. Alors ce n'est pas qu'un phénomène français, puisqu'il y a eu des signalements d'augmentation du nombre de cas un peu partout dans le monde, alors en particulier en Europe,
Vous voyez à gauche de la diapositive, au Portugal, une explosion du nombre d'infections invasives pédiatriques. Aux Pays-Bas également, on a constaté une augmentation du nombre de cas d'infections invasives à streptocoque, et notamment de chocs toxiques streptococciques chez les adultes comme chez les enfants. Alors pourquoi cette augmentation du nombre de cas? Alors là, c'est vraiment des hypothèses. En 2020-2022, eh bien, il y a eu le Covid évidemment, avec mise en place de mesures barrières, notamment le masque et la diminution des contacts interhumains. On pense que ça a diminué la circulation de streptoa. Vous vous rappelez que le streptoa colonise les muqueuses, notamment la muqueuse pharyngée. Donc le port du masque a dû diminuer la circulation de streptoa entre les humains. Et donc, avec moins de confrontation vis-à-vis de cette bactérie, on a moins développé notre immunité individuelle vis-à-vis du streptoa. À partir de 2022, on a levé les mesures barrières, le streptoa a recommencé à circuler, et donc on avait toutes les conditions remplies pour une augmentation du nombre de cas d'infection à streptoa. À noter qu'on pense qu'on a vécu le plus dur de cette épidémie. Les derniers chiffres, ceux de l'été 2023, suggèrent qu'on a un retour à la normale sur l'épidémiologie des infections à streptoa. Donc là, c'est notamment les chiffres des consultations aux urgences pour scarlatine chez les moins de 15 ans qui nous suggèrent cette évolution. Que peut-on faire pour éviter ces infections à streptoa? Pour répondre à cette question, on a besoin de revenir à la physiopathologie des infections à streptoa à l'échelle de la société. Donc on l'a vu, le réservoir est strictement humain. C'est surtout les enfants en fait qui constituent le réservoir. 10% des enfants sont colonisés au niveau pharyngé, notamment à streptoa. Et occasionnellement, ces enfants peuvent développer des infections, mais des infections essentiellement bénignes, comme les angines. En revanche, ces enfants vont pouvoir transmettre le streptocoque A à des sujets peut-être plus à risque d'infections graves, comme les sujets âgés, les femmes enceintes ou les nourrissons. Donc cette transmission se fera par contact direct, peau à peau, mais également par la salive, les gouttelettes, mais ça peut également se faire par contact indirect via par exemple des aliments ou des jouets. Donc pour prévenir les infections à streptocoque A, on aurait surtout besoin d'un vaccin. Mais en raison de différents obstacles techniques, on n'a pas encore réussi à obtenir un vaccin prévenant les infections à streptoa. Donc devant cette augmentation inquiétante du nombre de cas d'infections invasives en 2022 et début 2023, le Haut Conseil de la santé publique a émis de nouvelles recommandations pour la prévention des cas d'infections invasives autour des cas d'infection. Imaginons cette femme enceinte qui développe une infection invasive à streptoa. Il y a un risque qu'elle transmette la souche de streptocoque A à des sujets également à risque d'infection invasive, comme un très jeune enfant ou un sujet âgé. Alors, deux stratégies pour prévenir les infections secondaires. La première, c'est de diminuer le risque de transmission de la souche à l'entourage. Donc ça passe par des mesures d'hygiène. Donc il faut savoir que les gens restent contagieux, ils peuvent transmettre la bactérie pendant 1 jour après le début de l'antibiothérapie. Donc quand on se sait infecté par une souche de streptocoque A, eh bien, il va falloir être très prudent et adopter des mesures d'hygiène. Et en hospitalisation, on conseillera l'hospitalisation en chambre seule. La deuxième stratégie, c'est chez un sujet qui est déjà colonisé, qui vit par exemple dans le même foyer qu'un sujet malade. On pense qu'il est déjà colonisé, donc là, l'enjeu, c'est d'éviter qu'il développe une infection. Et pour cela, on va proposer une antibioprophylaxie chez les sujets contacts d'un sujet atteint d'une infection invasive. Donc ceci pour diminuer, vous l'avez compris, le risque d'infection. Donc le HCSP recommande une antibioprophylaxie autour d'un cas d'infection invasive le plus tôt possible après le diagnostic. Ceci chez les sujets vraiment en contact très rapproché avec le cas index. Et c'est chez les sujets qui ont eu un contact dans les 7 jours précédant l'apparition des signes. Et en fait, on va proposer cette antibioprophylaxie, pas à tout le monde, mais à tous les sujets à haut risque d'infection invasive. Donc on l'a vu par exemple les femmes enceintes, les nouveau-nés, les sujets âgés de plus de 65 ans, et puis on n'en a pas encore parlé, mais les sujets qui ont une varicelle, en raison des multiples portes d'entrée sur leur peau, ils sont à risque de faire des infections invasives. Et enfin, il y a également les sujets en situation de précarité.
Alors, quelle antibioprophylaxie on va proposer? On peut se baser sur l'amoxicilline, évidemment, pendant 6 jours, mais également sur les macrolides, et enfin sur les céphalosporines de première génération pendant 10 jours. Donc, en résumé, le strepto A, c'est une bactérie qui peut être responsable d'infections bénignes, superficielles, comme d'infections gravissimes. Ça peut toucher tout le monde. On l'a vu, c'est plus fréquent chez l'enfant, mais c'est rarement grave. Depuis 2022, on assiste à une augmentation des cas, et donc il faut bien connaître l'attitude à avoir devant une infection suspecte d'être due au strepto A. Donc le traitement repose sur l'amoxicilline pour éviter les complications immunologiques notamment, et réduire la transmission. Pour les angines, il est crucial de ne pas surtraiter. On sait que la plupart des angines sont dues au virus. Donc avant de traiter, faites un test de diagnostic rapide. Et pour les formes invasives, il faut savoir les reconnaître et agir rapidement afin d'éviter la morbidité et la mortalité de ces infections qui peuvent évoluer très défavorablement. Merci professeur Dubé pour cette présentation très claire sur le strepto A. Nous sommes dans le cadre de la semaine sur le bon usage des antibiotiques. Quelle stratégie recommandez-vous dans le cadre d'une infection à strepto A? Alors oui, la difficulté, vous l'avez compris, c'est de ne pas surtraiter les infections, et notamment les angines. On sait que la majorité des angines sont dues à des virus, et proposer de l'amoxicilline à toutes les angines, ce serait vraiment catastrophique d'un point de vue écologique. A l'inverse, il est crucial de ne pas sous-traiter les infections invasives, puisqu'on sait qu'avec un retard thérapeutique, elles peuvent avoir des conséquences dramatiques.